Bonjour à tous, samedi 4 juillet 2020 pour les rencontres économiques d'Aix en Seine depuis la Maison de la Radio à Paris. Il est exactement 11h30. Je suis Nicolas Dos, journaliste économique à BFM Business, BFM TV. Le thème de cette session 18 est réguler le pouvoir des monopoles et nous avons déjà reçu des questions passionnantes de gens qui ont anticipé le débat qui va suivre. Je vais en parler avec mes invités que je vous présente immédiatement. Yifan Ding de l'Université des langues étrangères de Pékin qui sera en visioconférence avec nous depuis Pékin. Stéphane Pallez avec nous, elle est présidente de la Française des Jeux. Olivier Perronnet, qui est également à distance avec nous, qui est fondateur du cabinet d'audit et de conseil financier Finexi. Sébastien Soriano, en plateau avec nous ici à la Maison de la Radio, président de l'ARCEP. Georges Terrier est avocat au barreau de Paris et membre du cabinet Davis Polk and Wardwell. Et puis le débat est coordonné par un membre du Cercle des économistes. C'est systématique. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Perrault. Bonjour Anne. Bonjour. Et vous allez pouvoir donc introduire cette problématique de la régulation du pouvoir des monopoles. Ensuite, chacun des intervenants dont je vous ai cité les noms aura 4 minutes pour nous donner la façon dont ils voient le sujet. Nous débattrons pendant une trentaine de minutes autour d'un jeu de questions-réponses entre moi et mes invités. Puis les questions que vous nous avez posées et que vous allez nous poser par Internet seront, dans la mesure du possible, posées pendant ce débat. On y va, Anne. Réguler le pouvoir des monopoles. Comment vous avez lu cette question et compris cette problématique? Alors, je l'ai lu avec une petite perspective historique consistant à se dire qu'autrefois, je ne sais pas si tout était mieux, mais en tout cas, tout était plus simple. Les secteurs qui présentaient des forts coûts fixes et des rendements croissants, comme on dit, l'électricité, les transports ferroviaires, étaient plus efficacement opérés par des monopoles. Par exemple, ces monopoles évitaient la duplication d'une infrastructure ferroviaire qui aurait été évidemment très coûteuse. Mais évidemment, cette structure de marché était propice à des comportements qui spontanément n'auraient pas été favorables aux consommateurs, tant en termes de qualité que de prix. Et donc, la doctrine, c'était qu'il fallait que soit ces entreprises soient des monopoles publics, soit donc sous le contrôle très, très étroit de l'État, soit des entreprises privées, mais régulées par l'État, qui leur imposaient un certain nombre de comportements. Alors, bien sûr, cette problématique n'a pas disparu. Concernant les grandes industries de réseau classiques, elle s'est affinée, c'est-à-dire que, par exemple, les progrès technologiques et puis la meilleure compréhension aussi économique des mécanismes à l'œuvre ont dessiné un meilleur partage de ce qui devait être en monopole régulé et de ce qui pouvait être ouvert à la concurrence. Si on prend l'exemple du ferroviaire, l'infrastructure reste un monopole régulé, l'accès à cette infrastructure reste régulé, mais aujourd'hui, on pense que la diversité des services de transport peut être mieux offerte par la concurrence. Alors, ce qui est devenu considérablement compliqué la donne, et c'est beaucoup à ça qu'on va s'attacher ce matin, c'est les nouveaux venus que sont les grandes plateformes numériques, elles aussi très souvent en monopole ou en tout cas en position très dominante. Alors elles ne sont pas héritières d'un monopole légal, mais elles sont très concentrées à la fois du fait des effets de réseau qui expliquent leur grande taille, et puis elles partagent certaines caractéristiques avec les anciens monopoles, c'est que les coûts marginaux, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte de servir un utilisateur de plus ou une transaction de plus, ces coûts marginaux sont très faibles. Et tout ça, ça pousse à la concentration. Mais elle pose évidemment des problèmes de régulation qui sont neufs pour nous et sur lesquels il est difficile de plaquer telles quelles les solutions héritées des monopoles comme l'électricité ou le fer. Alors, une des questions, par exemple, qu'on doit se poser, c'est est-ce que il faudrait une régulation ex ante, c'est-à-dire une somme de prescription de ce que ces plateformes ont le droit de faire ou ne pas faire. Donc ça, c'est vraiment ça la régulation, c'est de la régulation ex ante. Ou est-ce qu'on se dit que le droit de la concurrence, mis en œuvre par les autorités de concurrence, DGCOMP à Bruxelles, autorité nationale de concurrence dans les États membres, est-ce que la politique de concurrence suffit finalement à attraper les comportements abusifs de ces plateformes, à les détecter, à les sanctionner, etc. Donc la question, c'est comment penser la régulation des anciens et des nouveaux modèles économiques, comment la privatisation des monopoles autrefois publics doit-elle être pensée dans le contexte à la fois technologique et économique actuel? Est-ce que le droit de la concurrence suffit ou ne suffit pas? Si on doit réguler les plateformes numériques, avec quels outils? Entre quelles mains mettre cette régulation? Entre les mains des autorités de concurrence ou d'un nouveau régulateur? Comment est-ce qu'on peut imaginer écrire ce qui est autorisé et interdit pour ces nouvelles plateformes dont le comportement
est très opaque et très difficile à appréhender. Et puis peut-être en phrase finale, je dirais que les monopoles constitués par les plateformes numériques sont des engins sur lesquels toutes les régulations interagissent les unes avec les autres. La protection de la vie privée a un impact concurrentiel. Le droit social, est-ce qu'il faut salarier tous les chauffeurs Uber, par exemple, comme vient de le dire un arrêt de la Cour de cassation? Ça a aussi un impact sur la concurrence et sur ce que ces monopoles doivent faire. Et donc, à chaque fois qu'on bouge quelque chose dans la régulation de ces monopoles, eh bien, tout bouge en même temps. C'est ça le nouveau défi. Merci Anne Perrault qui a posé en l'espace de 35 secondes l'essentiel des questions qui vont nous occuper entre midi et demi. Et le sujet que vous développez est tout à fait pertinent. Rappelez qu'il y a des monopoles naturels historiques pour lesquels le droit de la concurrence avait été parfaitement pensé et que les nouveaux monopoles d'aujourd'hui sont très inventifs, très rapides et que peut-être nous avons des questions à nous poser par rapport au système de régulation passé qui peut avoir quelques aspects caducs. Yifan Ding, depuis l'Université des langues étrangères de Pékin, vous avez 4 minutes pour nous donner votre vision de la problématique autour du pouvoir des monopoles. Bien, bonjour tout le monde, je suis très content de pouvoir vous parler un peu de mon analyse sur le sujet. À mon sens, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment réglementer les monopoles d'aujourd'hui. Voilà, mais il faudrait faire une distinction d'abord entre 3 genres de monopoles. Le premier monopole est tout naturel. Le deuxième monopole est une espèce de soutien de l'État. Et le troisième monopole, c'est le monopole d'aujourd'hui. C'est une espèce du soutien de l'État plus le contrôle technologique. La monopolisation, donc premier genre de monopole de façon naturelle, la monopolisation est une tendance naturelle quand on fait du business. Il suffit de penser aux traversières de la rivière de Boston au 19e siècle aux États-Unis pour se rendre compte de bénéfices que le monopole peut provenir. Le Standard Oil, créé par Rockefeller, en est un autre exemple, parce que le monopole est une forme naturelle de business qui permet aux investisseurs de gagner beaucoup d'argent. Mais pour mettre fin à ce genre de monopole commercial, l'intervention de l'État suffit. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les pays ont inventé leur loi antitrust. Donc c'est facile pour mettre fin à la première forme de monopole. Deuxième monopole est un peu plus compliqué. Le deuxième genre de monopole est une forme de monopole soutenue par l'État. Il suffit de penser au modèle d'entreprise allemande après la création de l'Empire de l'Allemagne. D'ailleurs, les mots qui ont été inventés pour désigner toutes sortes de grandes entreprises ont été inventés par des Allemands, c'est-à-dire cartels, syndicats ou consortiums. Donc, toutes sortes de formes d'entreprises ou de compagnies commerciales destinées à monopoliser le marché. Le troisième genre de monopole est un peu compliqué. C'est le monopole des Américains sur la production des produits semi-conducteurs et de technologies de télécommunication aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un abus de l'arme judiciaire qu'ils appellent la juridiction à bras longs. En fait, on a remarqué que de temps en temps, le système judiciaire américain arrête des personnels techniques concernant le développement de technologies de télécommunication ou de semi-conducteurs pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de prétextes. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un hasard si un livre français, Le piège américain, est devenu un best-seller en Chine. Parce que le livre raconte l'histoire d'un cadre supérieur de l'Alstom piégé par ce système judiciaire américain pour permettre en fait à la General Electric de mettre la main sur Alstom. Cette histoire française a provoqué des aspirations aux Chinois parce que cela rappelle le cas de l'arrêt de Madame Meng Wanzhou, qui est le CFO, donc pour reprendre le terme anglais, c'est le directeur de trésorerie de la compagnie Huawei. Il faut conclure assez vite, Yifan Ding, s'il vous plaît. Il faut conclure assez vite désormais. J'arrive à la fin.
j'arrive à la fin. Donc, en fait, euh, à part cela, et les Américains n'hésitent pas à faire flèche de tout va en interdisant carrément la vente de tout produit semi-conducteur, d'abord des compagnies américaines à Huawei, puis à toutes les sociétés européennes ou japonaises ou quelconques qui auraient utilisé tant soit peu la technologie américaine de vendre des produits à la société chinoise Huawei. Mais cela va créer beaucoup de problèmes. Parce que d'abord, cela va forcer les entreprises américaines à ne pas respecter les contrats commerciaux. Puis, cela va forcer d'autres compagnies européennes, japonaises ou autres à éviter de prendre des contrats à l'avenir avec des technologies américaines. Mais à court terme, on ne peut pas régler ce genre de monopole, mais ce genre de monopole crée beaucoup de désordre sur le marché international. Donc, je me demande bien les Chinois ne doivent pas faire quelque chose ensemble pour briser ce genre de monopole un peu particulier. Et ce genre de D'accord. monopole qu'on ne peut pas encore réglementer aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci Fanding et merci et félicitations pour la qualité du français avec lequel vous intervenez aujourd'hui dans ces rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Je passe la parole à... Alors donc vous évoquez principalement notamment ce bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis avec des Américains que vous considérez en contradiction avec les principes de marché et les principes de contrats commerciaux et des effets collatéraux négatifs pour les entreprises, notamment même les entreprises américaines elles-mêmes. Stéphane Pallez, présidente de la Française des Jeux, idem, vous avez 4 minutes pour nous poser votre vision du sujet qui nous occupe aujourd'hui, la régulation du pouvoir des monopoles. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par rappeler, comme d'autres l'ont dit, que le monopole n'est pas mal en soi. C'est une forme d'organisation qui a ses raisons, a ses avantages. Donc, le sujet, c'est pas évidemment ne pas avoir de monopole, c'est réguler leurs abus, éviter leurs abus. Donc ça, je crois que c'est un point sur lequel nous nous accordons assez facilement tous. Finalement, ce qui est vu de ma fenêtre, si je puis dire, ce qui est frappant, c'est que on a des monopoles qu'on pourrait dire anciens ou classiques, alors monopole naturel ou monopole comme la Française des Jeux, fondé sur l'idée que c'est un mode d'organisation que les États peuvent choisir pour organiser un secteur qui comporte des risques. Ça, c'est le fondement du monopole et on sait assez bien les réguler. Alors après, on peut se demander est-ce qu'ils sont bien ou mal régulés, mais les instruments sont parfaitement identifiés. Et en France en particulier, on a eu une évolution dans laquelle de plus en plus l'État s'est désengagé du capital de ces entreprises monopolistiques et on a mis en place des régulateurs et des instruments de régulation. Ça a été le cas pour la Française des Jeux, au moment de sa privatisation, on y reviendra peut-être. Donc ça, c'est un champ bien connu et avec des instruments bien connus. Ce qui est effectivement ce qui est déjà arrivé, ce que nous voyons devant nous, c'est l'émergence de ces, plus que l'émergence, la puissance de ces monopoles nés de la révolution numérique, qui au départ était d'ailleurs vu très positivement, puisqu'on disait c'est l'innovation c'est eux, donc voilà, et qui sont en train de devenir un tout petit peu quand même les méchants, puisque maintenant on dit ils mettent en danger les consommateurs, d'autres entreprises et les États, puisque ce sont des monopoles tellement puissants que, contrairement à la théorie des monopoles, ils ne peuvent plus disparaître. Ils sont surpuissants et donc d'où les questions démantèlement. Donc ça c'est déjà une question qui est quelle régulation pour ces monopoles-là. Et là manifestement on n'a pas encore trouvé les instruments. Ensuite, le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que le cumul de ces deux types de monopoles et du fait que les uns sont régulés, et encore une fois légitimement, parce que moi je pense qu'un monopole doit être régulé, j'en suis intimement convaincue, mais le fait d'avoir une régulation parfois souvent assez stricte des monopoles, notamment nationaux, et ces acteurs surpuissants, ça crée quand même une certaine confusion, voire quand même des problèmes assez concrets. Alors donc dans mon cas, je peux prendre 2 exemples. J'ai un régulateur des jeux qui approuve les jeux que je mets sur le marché, mais à l'autre bout, j'ai un Apple ou un Google qui d'un jour à l'autre dit: «Je retire cette application de ma plateforme». Donc il y a une espèce de disproportion
évidemment de tensions qui se créent sur une entreprise régulée qui pose problème. Donc ça, de toute façon, ça nous conduit à dire qu'il faut effectivement réfléchir à comment réguler dans le monde d'aujourd'hui avec ces niveaux différents pour, encore une fois, garantir l'innovation et la concurrence et peut-être d'autres objectifs. Alors d'autres objectifs, ça c'est mon troisième point. Je pense qu'aujourd'hui, on pense beaucoup monopole, concurrence, mais ça a été dit par Anne Perrault, en réalité, il y a beaucoup d'autres raisons de réguler les monopoles et ces raisons évidemment interagissent. Donc la protection des données personnelles interagit avec Les la questions concurrence et sociales, oui, réciproquement. aussi. Il y a plein de nouveaux motifs et qui sont peut-être légitimes, qui ne sont pas que des motifs économiques, puisqu'en fait les monopoles ont une puissance qui va au-delà de l'économie. Voilà. Et donc il va falloir trouver une manière de choisir peut-être entre ces différents risques objectifs et de trouver des instruments à différents niveaux. Et je m'arrêterai là parce que j'ai épuisé mon temps. Ça, c'est... Non, mais vous êtes presque dedans, presque dedans. Voilà. Anne Perrault évoquait effectivement les questions sociales, par exemple, auxquelles on ne pense pas forcément, la protection des données. Parmi les questions que j'ai pu recevoir déjà, il y a aussi la question de la fiscalité qui est posée. Alors, on élargit peut-être un peu trop le sujet en mettant toutes ces portes d'entrée, mais on voit que le sujet est d'une grande complexité aujourd'hui. Olivier Perronnet, du cabinet d'audit et de conseil financier Finexi, c'est à vous de nous introduire cette question de la régulation du pouvoir des monopoles. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Écoutez, moi, je voudrais donner deux choses. Un éclairage un peu économique, historique, rapide sur l'émergence, puisque la réponse est très orientée GAFA ce matin, et puis donner quelques perspectives qui dépassent le domaine économique par rapport à ce qu'on constate. Je crois que ça a déjà été dit d'une certaine manière, le modèle des GAFA, qui est d'ailleurs très variable d'une entreprise à l'autre, parce qu'on parle de business sous-jacents qui sont très différents, c'est un modèle inédit et mondialisé. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été dit sur les monopoles, on est sur des entreprises qui, moyennant des investissements considérables à la base, sont devenus des groupes mondiaux à un rythme absolument effréné. Et ils sont eux-mêmes l'émergence d'une concurrence effrénée, puisque si vous en souvenez, quand ces boîtes sont nées, le concept dont elles sont parties, et ça on ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir exprimé, c'était The Leader Takes It All. C'est-à-dire le leader, il était là pour capter tout le marché. Alors, compte tenu du niveau des investissements et des pertes que ces boîtes ont encourues avec des actionnaires puissants derrière, on n'a pas cru dans notre modèle européen qui est moins orienté vers les startups, il faut le reconnaître, et c'est un des problèmes à mon avis. On a vu émerger des boîtes qui étaient des champignons absolument incroyables et qui ont pris effectivement au fil de leur développement géographique une place absolument colossale. Tous les modèles ne sont pas absolument identiques. Anne Perrault disait tout à l'heure que le coût marginal d'acquisition d'un client est justement marginal, très, très faible. Ce n'est pas toujours vrai. Il faut quand même voir qu'Amazon, c'est une énorme plateforme logistique et les problèmes de la grande distribution, que ce sont par exemple des hypermarchés, des points de vente, ça se transpose chez Amazon avec des entrepôts. Donc on n'est pas toujours sur des modèles strictement identiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de capacité de développement, ce sont des boîtes qui sont allées à une vitesse absolument stratosphérique. Et on est dans une espèce de phénomène aujourd'hui de sidération où en fait, ce qu'ils avaient annoncé de Leader Takes It All, c'est arrivé. Elles sont devenues parmi les 10 premières capitalisations boursières mondiales avec une puissance de feu absolument énorme. Et pour certaines d'entre elles, par exemple, elles perturbent beaucoup de phénomènes sociétaux. Par exemple, les réseaux sociaux dépassent aujourd'hui les syndicats quand il s'agit de lancer des mouvements sociaux. Les élections américaines sont perturbées par des messages qui arrivent par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est sur un plan plus sociétal, mais sur le plan économique, il est évident que le monde d'hier est complètement bousculé et que la capacité même à une concurrence d'émerger aujourd'hui ne s'est pas révélée. Et donc en soi, face aux leaders du Takes It All, il faut qu'une concurrence émerge. Elle est compliquée, puisqu'effectivement, avoir une vision mondialisée du lancement d'une start-up aujourd'hui, il n'y a quasiment que les États-Unis et la Chine qui sont dans une vision complètement mondialisée, et il serait urgent que l'Europe se dote des moyens. Nous avons des start-up, mais les faire grandir reste
au niveau du continent européen un vrai sujet. Alors, Merci Olivier Perronnet. Je termine juste. D'accord. Ok, la digitalisation est probablement la meilleure réponse et également la régulation. Et là, je laisserai d'autres que moi en parler beaucoup mieux que moi. Je passe la parole à Sébastien Soriano, il est président de l'ARCEP. C'est à vous Sébastien, donc 4 minutes, il est 11h50, on a jusqu'à 11h55 et on terminera avec Georges Terrier. Oui, bonjour. Je suis un peu désolé parce que je vais être vraiment en contradiction assez frontale avec beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Mais c'est le principe d'un débat. Poser la question de comment réguler les monopoles, en fait, c'est qu'on a déjà perdu. Parce qu'au fond, on accepte qu'il y a des monopoles. Et je crois que le premier réflexe que l'on doit avoir face à un monopole, c'est le briser. Je voudrais que ce soit extrêmement clair. Je voudrais rappeler cette citation du sénateur. Stéphane Pallez a rappelé quand même que c'est lorsqu'il y a un abus de la position de monopole. Je vais m'expliquer. Il faut rappeler cette citation du sénateur Sherman américain, qui est le père de la loi antitrust américaine qui a plus d'un siècle. Si nous refusons qu'un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits. Parce que réguler un monopole, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un pouvoir pour un autre. C'est que le pouvoir qui est détenu par une grande entreprise privée, il va être partagé avec un régulateur, c'est-à-dire avec un État ou avec une autorité de régulation, comme par exemple l'ARCEP, qui est l'autorité que je préside dans les télécoms. Mais on n'a fait que déplacer le pouvoir, avec un immense danger démocratique derrière, qui est potentiellement une alliance du pouvoir de l'État avec le pouvoir des grandes firmes, qui dans le domaine technologique a conduit à l'affaire Snowden, qui en Chine conduit à un modèle de surveillance. Donc moi je crois qu'il faut revenir à la concurrence en tant qu'elle est une démocratie dans le marché. C'est ce que disait Olivier Perronnet. Le fait qu'il y a des contre-pouvoirs intrinsèques et que l'arbitre ultime, c'est le consommateur par son choix et qu'il y a toujours des innovateurs qui peuvent rentrer et bousculer la donne. Et je crois qu'il faut impérativement renouer avec cette ambition. Et depuis plusieurs années, les autorités de concurrence se sont laissées intimider par des mémoires d'économistes magnifiques, très bien reliés, qui font des dizaines de pages avec des très belles équations, mais qui nous ont écartés de l'essentiel. On nous a parlé de bien-être du consommateur, de choses extrêmement compliquées, extrêmement sophistiquées, mais à la fin de la journée, on nous a fait avaler qu'il fallait accepter le monopole et qu'il fallait cohabiter avec lui. Moi, je dis stop, stop. Il faut briser les monopoles. Alors, il y a des cas... Par l'innovation, par l'investissement, par la concurrence. J'ai bien compris. Vous avez laissé parler les autres. Je sens bien que je fais titiller un peu certains réflexes libéraux. Mais encore une fois, c'est renouer avec le cœur du libéralisme. Je veux dire, Louis Brandeis, qui était un des pères du droit de la concurrence au début du siècle, était un libéral. Dans les années 50-60 aux États-Unis, il y a eu un droit de la concurrence extrêmement pushy qui a brisé des brevets, qui a permis l'innovation de la Silicon Valley. La Silicon Valley, aujourd'hui, elle doit à un droit de la concurrence qui a été un droit de la concurrence fort. Parce qu'à un moment, on a cru à la concurrence. À un moment, on a été vraiment libéral autant qu'on s'assoit, on profite des forces du marché. Donc, c'est possible de briser les monopoles. On ne peut pas toujours le faire. Il y a des cas où ça n'a pas de sens. Le cas de la Française des Jeux est un bon exemple. Si en brisant un monopole, on va effectivement faire en sorte qu'il y ait des problèmes de blanchiment, d'addiction qui se multiplient partout et un jeu sans contrôle, effectivement, c'est une mauvaise idée. Mais ce sont des exceptions. Et la règle, ça doit être la concurrence comme la démocratie vivante qui vibre à l'intérieur du marché. Vous savez pourquoi c'est grave de ne pas le faire ? Parce que ça veut dire que si on ne s'en occupe pas, c'est justement le modèle de la démocratie de marché qui un jour peut être attaqué. On est dans un moment dans lequel on sent que politiquement, il peut se passer beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut être ferme sur nos bases. Et si on n'est pas cohérent avec nous-mêmes et qu'on ne s'attaque pas de manière extrêmement frontale et ambitieuse, comme on l'a fait dans les télécoms il y a 20 ans, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, on avait un modèle, un monopole public qui était les PTT. Aujourd'hui, on a une concurrence. Si on ne s'attaque pas à ce problème de manière volontariste, c'est le modèle même de la démocratie de marché qui est en jeu. Une vraie démocratie de marché, nous dit Sébastien Soriano. C'est assez audacieux ce que vous nous dites parce que vous mettez presque en cause et la fonction qui est la vôtre, qui est de diriger un régulateur. Vous nous expliquez que le régulateur, finalement,
peut presque présenter un danger démocratique et que la vraie solution est dans l'innovation, on en reparlera, la concurrence, et que le bon contre-pouvoir est celui du consommateur. Georges Terrier, pour terminer ce tour de table qui nous amènera normalement pile à midi. Vous êtes avocat au barreau de Paris et membre du cabinet Davis Polk & Wardwell. C'est à vous pour 4 minutes, Georges. Bien, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que dit notre ami Soriano sur la question de la définition du monopole, car on parle beaucoup de monopole, mais le monopole régulé, bien évidemment, le monopole non régulé est à combattre, à briser. La notion de monopole n'épuise pas la réalité des situations de domination aujourd'hui sur le marché. Et notamment, c'est le problème des GAFA. Le problème des GAFA, c'est pas le contrôle du marché des nouvelles technologies, c'est pas le contrôle du marché de l'Internet, c'est bien autre chose. Le problème des GAFA, c'est le pouvoir, ce pouvoir d'accès au marché, espèce de gatekeepers qui font que ces gardes-barrières appréhendent toutes les activités. Et on l'a rappelé, Stéphane Vallès l'a rappelé pour la Française des Jeux, aujourd'hui pour développer une activité, pour maintenir une activité, pour survivre, bien souvent, on est obligé tout à la fois de passer par une plateforme, quels que soient les biens ou les services, on est obligé de proposer à ses clients des applications sur iPhone ou sur Android, on est obligé de passer des lignes de pub sur Google ou Facebook. En conséquence, les GAFA aujourd'hui sont un acteur déterminant et sensible du fonctionnement du marché, mais un marché qui dépasse largement la notion de marché pertinent au sens du droit de la concurrence, à savoir la définition de produits et de services par rapport à une délimitation géographique d'achalandise. Et ça, c'est un bouleversement total, un changement de paradigme sur le marché et son fonctionnement. Et la difficulté, c'est d'appréhender toutes ces formes de domination. Parce que les GAFA, comme on l'a vu, ont un vampirisme, on le sait, les killers acquisition, c'est-à-dire on accepte les startups, on pompe leur innovation, on assèche les financements d'origine pour l'amorçage, dont il y a un amont du marché pour l'accès au marché, toute une espèce de vampirisation et donc une concentration. Concentration, bien évidemment, qui est justifiée, et Olivier Perronnet l'a rappelé, par la lourdeur des infrastructures, des investissements en recherche-développement et des pertes accumulées au début de leur activité. Donc, c'est toute cette problématique de situation de domination qu'il faut appréhender. Et la question maintenant, comment les appréhender et comment soit les briser, soit les réguler, bien, on est confronté à un constat, c'est que ces acteurs sont des acteurs internationaux, transnationaux, qui s'inscrivent dans le phénomène de la mondialisation. Et ça veut dire deux choses essentiellement en matière de capacité de régulation et de répression, de trouver la bonne juridiction pour ce faire, de trouver le fort pour, à la limite, les attaquer. Et ça, c'est une difficulté fondamentale qui fait que pour briser, pour reprendre cette ambition, et elle est légitime, ces monopoles-là, qui sont des monopoles évolutifs, fluctuants, qui ne sont pas identifiés en tant que tels, puisqu'ils sont également à la fois en amont de la concentration des acteurs du marché et également en aval, dans la mesure où ils diffusent ensuite leur pouvoir au niveau de la distribution, au niveau de la fixation des prix, au niveau des écosystèmes fermés qu'ils animent, etc., etc. Et là, nous nous trouvons confrontés à un problème de politique de la concurrence et plus généralement de politique économique, et nous sommes obligés de constater à cet égard que les autorités compétentes, ou en tout cas éligiblement compétentes, il y en a trois, à trois niveaux si l'on veut. Il y a l'OMC au plan international, bien qu'elle ne concerne que les règlements commerciaux des biens, des services et de la propriété industrielle depuis qu'elle s'est substituée au GATT en 1995. Or, cette OMC, je crois qu'on en reparlera, elle est totalement, peut-être pas morte cérébralement, c'est une notion qui s'applique mal à une institution, mais en tout cas elle est bloquée certainement pour trois raisons, on y reviendra. Ensuite, il y a en plus avec des enjeux géopolitiques comme la Chine et les États-Unis qui ont bloqué l'organe d'appel, notamment en ne pas remplaçant les juges qui avaient démissionné au niveau de l'OMC. Il y a ensuite les autorités communautaires qui ont une politique concertée, raisonnée, réfléchie, avec tous les problèmes d'unanimité quelquefois que ça pose, et qui interviennent dans deux domaines. L'abus de position dominante, là, ils sont assez bons, et le problème du contrôle des concentrations, là, ils sont extrêmement rétifs et pas assez dynamiques pour autoriser, bien évidemment, des restructurations qui sont favorables dans la durée et dans le long terme, non seulement aux consommateurs, mais également à la recherche-développement, aux investissements et à l'innovation. Ça, c'est le deuxième aspect. Leur politique de régulation, elle est lourde, elle est tardive, elle est pas assez réactive, mais elle existe et on attend beaucoup, notamment à la fin de l'année 2020, je crois, des travaux de Margrethe Vestager. Et puis il y a
les autorités de concurrence nationales qui, bien évidemment, font sur leur territoire, avec une compétence par définition limitée, ce qu'elles peuvent. Et là, il faut reconnaître que l'autorité française de la concurrence, en matière de réactivité et de rapidité de gestion des dossiers, est particulièrement efficace. C'est reconnu comme tel dans le domaine européen, par notamment une possibilité qu'ils ont développée, contrairement à l'Europe et contrairement à l'OMC, c'est de développer non pas les amendes, dont on sait très bien que l'impact financier est totalement dérisoire par rapport à l'importance financière des grands GAFA. Non, elle fait de l'injonction, c'est-à-dire l'interdiction de faire, et des mesures conservatoires. Et je crois que c'est vers là, en tout cas au niveau d'un territoire comme l'Europe et la France, le problème international est différent, que l'on doit développer la réactivité des institutions aux problèmes que nous avons soulignés. Merci Georges Terrier. Quelques minutes de débat entre nous et je poserai quelques questions qui nous ont été soumises par les gens qui sont en train de nous écouter ou qui avaient même anticipé. Stéphane Pallez, vous êtes là, quasiment la seule là, dans ces propos introductifs à avoir mis l'accent sur le fait que ce qui était sanctionnable, c'était le fait d'abuser d'une position dominante. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est réguler le pouvoir des monopoles. Est-ce que le fait d'avoir des monopoles est en soi un problème ou est-ce qu'il ne faut s'en soucier qu'à partir du moment où ce monopole a créé une position tellement puissante qu'elle lui permet d'abuser de cette position? En clair, la question est, faut-il réguler les monopoles qui se mettent dans l'illégalité ou considérer quand même qu'on a un vrai problème GAFA et que même s'ils ne sont pas forcément dans l'illégalité, vous ne l'avez pas dit, mais ça voulait dire ça, ce sont des entreprises plus puissantes que les États, arrive un moment où il faut quand même se poser des questions importantes. Faut-il aller jusqu'à briser? Je vous ai vu également tiquer lorsque Sébastien Soriano a commencé son propos par « il faut les briser ». Alors, j'ai évidemment été très intéressée par le propos de Sébastien Soriano, mais rassurée puisque finalement j'ai échappé. Oui, vous êtes sauvé. Je suis sauvée, donc provisoirement, voilà. En tout cas, sachant que la théorie des monopoles, c'est en fait de dire que c'est une forme qui est en évolution et que ce qu'il faut éviter, c'est que ça devienne un monopole permanent et qui effectivement devienne surpuissant. Donc de ce point de vue-là, moi je suis assez, je comprends aussi très bien ce que dit Sébastien Soriano. Donc le problème, c'est que sur les GAFA, c'est qu'en fait, ils sont à un stade de surpuissance tel qu'effectivement, la question de les briser se pose aujourd'hui, parce que comme on ne les a pas régulés avant, c'est peut-être la seule solution, ou en tout cas la seule menace crédible qui permette d'arriver à faire quelque chose. Donc normalement, pour moi... le démantèlement vous semble une piste Non, sérieuse? non, ce que je dis, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des procureurs américains qui se sont mis ensemble pour étudier ce sujet? Ouais. C'est parce qu'effectivement, comme il n'y a pas eu de régulation ex ante, du coup, on a cette situation-là. Donc pour moi, la régulation ex ante est quand même un peu la réponse normale. Elle n'est pas facile, mais elle est la première chose pour éviter que se constitue cette situation dans laquelle on en est réduit à se demander si on va les démanteler. Et on sait que pour toutes sortes de raisons, c'est pas sûr que ça arrive, parce qu'après on est aussi sur des questions de puissance. Ça ne pourra arriver que sur choix politique américain. Voilà, donc moi alors, la régulation ex ante, elle est difficile. On a dit, elle est compliquée parce que elle consiste à balancer, en fait, à regarder en parallèle plusieurs types de risques ou plusieurs objectifs. Mais en fait, ça, pour moi, c'est quand même le boulot, pour le coup, des États et des autorités que de poser ces questions ex ante avant d'avoir des gros monstres à qui on n'a plus qu'une seule solution, c'est de dire on va vous démanteler. Anne Perrault nous racontera ce qu'elle entend par cette régulation ex ante, puisque c'est vous qui l'avez mise en avant. Sébastien Soriano, on ne s'est pas parlé avant, enfin on s'est envoyé quelques mails avant cette table ronde, cette session 18 des rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Pourquoi est-ce qu'on est tout de suite, on a digressé vers les GAFA? On parle des monopoles, on parle des entreprises puissantes, et naturellement, sans même avoir passé le mot, on a tous fini par glisser sur le terrain des GAFA. Il est là le problème? Il est là et seulement là finalement? Parce que le problème, ce ne sont pas les voies ferrées, le problème, ce ne sont pas les lignes électriques, le problème, ce ne sont pas les jeux qui, pour des raisons historiques et évidentes, sont régulés et correctement régulés. Le problème, il s'appelle Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft, peut-être IBM, je ne sais pas, et peut-être BATX en face. Il y a plusieurs manières de voir ce problème. Il est évident que le sujet des GAFA est particulièrement fort, mais il faut peut-être se poser la question de pourquoi. Pourquoi il est fort ce pouvoir et pourquoi est-ce qu'il nous inquiète? Parce qu'on est au cœur d'une transformation extrêmement profonde, qui est la transformation numérique. Vous savez, c'est
ce bouquin de Polanyi qu'on adore, tous les économistes adorent, La Grande Transformation, qui explique comment est-ce que, en transformant la Terre en un marché, hein, ce qu'on appelle le phénomène des enclosures, on a complètement changé le fonctionnement de la société. Ce qui est en train de se passer, en fait, cette fameuse révolution de l'information, c'est que l'information, c'est-à-dire la température de ce studio, la couleur moyenne de la chemise de nos auditeurs, tout un tas d'informations qui préexistent, sont en train de devenir une marchandise. Et ça modifie un nombre de choses considérables. Et ça crée des nouvelles intermédiaires, ça crée des nouvelles puissances. C'est la révolution de l'information. Et donc, cette révolution de l'information qui change tout, qu'on a appelé à un moment ubérisation, à un moment on a parlé des data, et puis il y a la question de l'IA, enfin on voit bien qu'elle ouvre tout le temps de nouvelles portes. En fait, c'est la révolution de l'information, c'est la même. Et elle va continuer pendant très longtemps. Et c'est ça le sujet. Parce qu'il y a un gisement. C'est ça notre sujet. Alors c'est ce qui fait que on regarde avec autant d'attention les GAFA. Mais on pourrait s'intéresser à d'autres transitions. Dans la transition écologique, on peut se poser la question du pouvoir de certains acteurs sur les pesticides et de la manière dont ces acteurs peuvent ralentir ou accélérer la transition écologique. Il y a eu un élément intéressant, j'ai trouvé, dans la crise du Covid sur la situation d'Air France, où, à l'occasion du refinancement de cette entreprise, les pouvoirs publics ont décidé de stopper un certain nombre de liaisons aériennes pour des considérations écologiques. Donc on voit bien que dans les grandes transitions, et les deux grandes transitions qui sont sur la table, c'est la transition numérique et la transition écologique, on peut essayer de favoriser un certain nombre de choses d'intérêt général, mais il y a un moment où il y a des entreprises qui sont centrales, qui structurent en fait ces transitions. Et là, on ne sait pas faire. Et là, on ne sait pas faire, on n'a pas forcément de doctrine, on n'a pas forcément d'outils. Non, ça, c'est pas du tout ma position. Moi, je dis on sait faire, mais on n'a pas le courage de le faire. Voilà. Donc, dans ces transitions, il y a des entreprises qui sont très fortes. On a développé, je trouve, un premier outil intéressant, qui est la question des banques systémiques, qui est une forme de régulation qui s'est développée après la crise de 2008, où on a dit, au fond, dans le système financier mondial, il y a des acteurs qui sont devenus tellement forts qu'il faut une surveillance particulière de ce qu'ils font. Et on l'a fait. Voilà. Et on a mis une régulation plus dure en matière de fonds propres et de liquidité. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet, mais en tout cas, dans la transition numérique, on est à un moment où il y a des acteurs qui sont systémiques dans cette transition. Et que cette transition, elle est en train de changer nos vies. Elle est en train de changer notre rapport à tout, à la démocratie, à l'information, à tout, la manière dont on communique. Et donc, il est temps de se pencher sur une poignée de firmes. Il ne s'agit certainement pas de réguler Internet, hein, une poignée de firmes et de les contrôler de manière très forte. Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a bien un problème GAFA. À ce stade de notre discussion, Anne Perrault, par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que vous avez en tête pour réagir par rapport à ce qu'on s'est dit? Je demanderai son avis, bien sûr, à Olivier Perronnet et à e-funding, notamment dans les relations Chine-États-Unis. Alors, pour être très schématique et comme ça, un peu à brûle-pourpoint, en fait, les deux solutions... Parce qu'on a un peu mis les pieds dans le plat de manière assez directe, là, quand même. Hein. Oui, mais les deux grandes voies de solutions qui sont dessinées par les intervenants précédents, et notamment Sébastien Storiano, c'est d'une part, il faudrait un organe de régulation des plateformes systémiques. Et alors après, on peut discuter pour savoir qui on met dans ces plateformes systémiques. Un ARCEP voilà, GAFA. Un ARCEP qui devrait être mondial, hein, qui ne pourrait pas être français, qui pourrait à peine être européen et qui devrait en réalité être mondial. Mais enfin, s'il était européen, ce serait déjà pas mal. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce régulateur-là? Dans les régulations traditionnelles, on a toute une liste de comportements interdits ou autorisés sous condition d'approbation par le régulateur. Là, on voit bien que quand on parle des plateformes, c'est beaucoup plus difficile d'écrire. Le régulateur qui doit prendre la plume et écrire ce qui est autorisé et ce qui est interdit, il a quand même fort à faire parce que tout est dans tout, d'une certaine manière, dans ces plateformes. Hein. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les données de déplacement des internautes, mais pour faire quoi? De la publicité ou pour leur offrir des contenus qui peut-être sont susceptibles de les intéresser? Est-ce qu'on interdit ça? Est-ce qu'on autorise ça? Donc, écrire la liste de ce qui est autorisé et interdit me semble assez compliqué. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire peut-être demander dans ce cas-là aux plateformes elles-mêmes de
par exemple, quand Google change son algorithme, il sait très bien que ça va avoir des conséquences très importantes sur tout l'écosystème qui passe par ce goulet d'étranglement qu'est Google. Et dans ce cas-là, il pourrait peut-être effectivement aller en parler à un régulateur et lui demander si oui ou non il peut changer cet algorithme de la manière qu'il souhaite. Alors, le deuxième grand sujet qui a été abordé, c'est celui de du démantèlement des plateformes. Là encore, alors, on peut rêver hein, et se dire, après tout, on va séparer le search et puis d'autres fonctions que propose Google ou Facebook ou Amazon, etc. La question, c'est que le découpage des outils numériques, enfin le découpage d'un moteur numérique, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré quiconque qui soit capable de me dire, mais si c'est très facile, dans le logiciel de Google. Sébastien dit c'est un manque de courage politique. Oui, mais je pense que c'est quand même très très compliqué à faire. Donc, je suis pas sûre que la solution soit dans le démantèlement, même si c'est la solution dont on peut rêver. En revanche, plus de régulation ex ante, très probablement, mais peut-être pas sous la forme qu'on connaît, c'est-à-dire la liste des interdits et des choses autorisées. Olivier Perronnet, à ce stade de notre discussion, comment est-ce que vous entendez l'histoire? Est-ce que les monopoles, il faut les réguler avec des choix politiques, des autorités publiques qui ont un pouvoir de contrainte, ou franchement les combattre? Un monopole, est-ce que ça se régule ou est-ce que ça se combat? Et est-ce que vous aussi, dans votre esprit, vous limitez le champ d'application de notre problématique vraiment à la transition numérique et éventuellement à la transition écologique, comme le laissait entendre Sébastien Soriano? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Sébastien Soriano. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, ces boîtes mondialisées, c'est le point majeur par rapport au monopole historique, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des boîtes qui opèrent de façon mondiale, c'est-à-dire elles captent un marché mondial. Je pense que la réponse, elle doit être mondialisée. Alors, à cet égard, moi, je trouve qu'il y a une assez bonne nouvelle, justement, sur le réveil des contre-pouvoirs américains. Parce que, effectivement, les GAFA étant des boîtes américaines, le sujet de la réponse, évidemment, on pense tout de suite à la guerre économique et aux chicayas qui peuvent exister entre la Commission européenne et les autorités américaines qui utilisent dans la guerre économique beaucoup également la régulation et leurs dispositifs législatifs. Donc, moi, je trouve que la réponse doit être mondialisée. Il y a à cet égard aussi donc, la première bonne nouvelle, c'est ce qui se passe au niveau de la DOJ, Department of Justice, des 20 procureurs américains qui ont suivi cette action. Il ne faut pas qu'on soit dupe, mais je pense que c'est intéressant de voir que ça existe et que la démocratie américaine allume effectivement des contre-pouvoirs. Le deuxième sujet, c'est que avant de rentrer dans le comment, il y a le quoi. Qui pourrait être ce régulateur? Je pense qu'on a un exemple pratique qui existe aujourd'hui, qui est né au G20 avec la lutte contre les paradis fiscaux. Évidemment, je n'assimile pas du tout, au moment où on parle, les GAFA au problème des paradis fiscaux, qui touchent à des problèmes de criminalité financière et de drogue et de toutes sortes de trafics, bien évidemment. Mais on a pu sortir une réglementation que les 20 pays les plus puissants du monde ont accepté de déployer dans leur législation locale. Et donc, je pense que ça, c'est à ce niveau-là que la réponse doit être apportée. Et quelque part, ce que dira le régulateur américain sur les monopoles dont nous parlons ce matin, les GAFA, ce sera intéressant parce que je pense que les règles, et là sur le comment qu'évoquait Anne Perrault à l'instant, je pense qu'en réfléchissant à un niveau mondial, on peut trouver des voies et moyens de les réguler au niveau des grands principes et des limites dans lesquelles ils doivent intervenir. Je pense aussi, et c'est le troisième point, et j'en resterai là, je le redis, je l'ai énoncé tout à l'heure, je pense que l'Europe doit de façon urgente être un acteur économique et la première réponse que Sébastien Soriano donnait tout à l'heure sur le fait de donner les moyens que la concurrence existe, c'est le principal levier. Et effectivement, on a perdu si on est déjà sur un terrain défensif qui est celui de la régulation. Georges Terrier, comment vous avez évoqué l'OMC, comment peut-on imaginer? Alors j'entends très bien effectivement Olivier Perronnet qui appelle à une réponse mondiale, mais comment on peut croire à une réponse mondiale au moment où les deux principales puissances, d'une manière différente, ont rendu l'OMC inopérante? Non, mais c'est tout à fait pertinent, et la réponse mondiale, c'est un constat nécessaire. Elle s'impose, mais il s'impose intellectuellement. Les contraintes de la géopolitique montrent que c'est un exercice plein d'embûches
et une démarche extrêmement difficultueuse. Olivier Perronnet a raison, c'est par des petits bouts comme les États-Unis, vu quand même le fait que c'est le domaine d'élection des GAFA, le domaine de juridiction des GAFA quand même, souvent par leur siège, encore que le G20, bien évidemment, au niveau d'un cadre politique, au niveau de la Commission européenne, bien sûr, et surtout, ceci étant, l'expérience de l'OMC est quand même révélatrice des problèmes géopolitiques d'abord et de l'incapacité souvent qu'ont les institutions internationales à avancer. Je m'explique, l'OMC 1995, on succède au GATT, l'Uruguay-Rwanda, avec quand même une extension de compétences sur les services et la propriété intellectuelle et industrielle, donc a priori une machine qui appréhende la réalité du commerce international de façon assez réaliste et élargie. Or, on constate aujourd'hui que sinon sa mort cérébrale, elle est bloquée sur 3 points. Le principe de l'unanimité, 167 membres, le problème de l'engagement univoque, à savoir rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu, à savoir que quand on regarde une régulation, un dispositif, eh bien on dit oui, mais il y a autre chose, ça interagit, comme on l'a dit, social, fiscal, etc. Et bien souvent, les dispositifs de régulation intègrent bien évidemment de multiples paramètres, et la règle en ces matières, en tout cas à l'OMC et dans d'autres organismes, c'est on a un accord global ou on n'a pas d'accord du tout. Et tant qu'on n'a pas d'accord global, il n'y a pas d'accord. Et enfin, bien évidemment, les problèmes de recours conflictuels, c'est-à-dire on sait très bien au GATT que notamment l'organe qui devait arbitrer les conflits entre États, parce que c'est uniquement les litiges entre États qui sont, à l'OMC, et qui sont éligibles à l'AMC. L'organe de règlement différent est bloqué. Pourquoi? Parce que les États-Unis, leurs juges américains qui se sont retirés n'ont pas été au séjour remplacés. Votre message, Georges, c'est ce serait la bonne réponse, mais n'y comptez pas. Non, mon message, c'est un organisme international, il ne sera pas efficace parce que bloqué par des considérations de politique internationale et de jeux géopolitiques. En revanche, au niveau d'organes déjà de cadres, déjà organisés avec une démocratie, une gouvernance comme l'Europe, là je crois qu'avec des États qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui ont des objectifs communs, on doit pouvoir trouver une solution. C'est au niveau de la communauté européenne qu'il faut... On va te dire un mot de l'Europe. Yifan Ding, depuis Pékin, comment réagissez-vous à ce que l'on vient d'évoquer, notamment sur la position des Américains, la façon dont ils envisagent la suite et la grande difficulté à trouver des réponses mondiales pour recréer un petit peu d'équilibre entre les différentes puissances? Bon, visiblement, la liaison avec Yifan Ding n'est pas actuellement établie. Stéphane Palaise, je devais donner la parole à Sébastien Soriano parce que j'ai une question qui m'est posée. Allez-y. Allez-y, oui. Vous voulez que je repose? J'aimerais bien remonter un peu à la source de monopole et de la réglementation du monopole. En fait, le monopole est une forme naturelle commerciale des entreprises parce que par cette forme de monopole, si le marché est monopolisé par une entreprise, l'entreprise peut réaliser des super profits. Donc, c'est une tendance naturelle des entreprises de se développer pour monopoliser le marché. Voilà, mais le monopole de marché se développe au détriment des consommateurs, parce que tant que l'entreprise profite de sa situation de monopole, elles peuvent demander des super prix, donc des super profits. Dans ce cas-là, l'État, donc le gouvernement public, intervient pour essayer de casser ce genre de monopole. Mais sur le marché, il y a toujours un fait que si une entreprise arrive à monopoliser le marché entièrement, il peut constituer une espèce de consortium. C'est le problème de oligopoly. Donc, c'est une espèce de monopole du marché par quelques grands industriels, etc. Mais ça aussi, ça avait causé des problèmes. Et un peu plus tard est apparu le problème de monopole naturel, c'est-à-dire que dans certains domaines de l'économie, en particulier le service public ou des industries un peu particulières comme le central nucléaire, etc. Dans ces domaines-là, une concurrence exacerbée serait au détriment de la rentabilité de l'investissement. Et dans ce cas-là, donc dans beaucoup de pays, en particulier en France,
vous avez eu des monopoles naturels dans le service public, dans l'électricité, le central nucléaire, etc. etc. Cela a un sens. Cela a un sens. Donc, pour aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de l'économie numérique, donc lorsqu'il s'agit de ces groupes comme Google, comme Facebook, etc., il s'agit de savoir si ce sont des entreprises qui font partie d'une espèce de service public ou ce sont des entreprises qui sont naturellement dans le secteur concurrentiel. Si ce sont des entreprises dans le secteur concurrentiel, il faudrait donc dans ce cas encourager plus de concurrence à ce que une ou quelques entreprises ne puissent pas monopoliser le marché, ne serait-ce que le marché mondial. Donc vous êtes favorable effectivement à davantage de concurrence. Oui, tant qu'on n'a pas encore distingué la nature de ce genre de service, de ce genre de société, et on aura du mal à mettre une espèce de réglementation sur ce genre d'entreprise. Voilà mon analyse. D'accord. Et alors, je ne sais pas si on se poserait les mêmes questions aujourd'hui si Google, Amazon, Facebook et Apple étaient des entreprises européennes ou françaises et non pas américaines. En tout cas, on se les pose dans ces termes-là. Ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane Pallez, ce que vient de dire eFunding. Il y a des éléments qui doivent être régulés, qui sont bien régulés, qui sont connus, qui sont maîtrisés. On a parlé du ferroviaire, on a parlé des centrales nucléaires à l'instant. Et donc, il va falloir inventer des nouveaux dispositifs par rapport aux nouvelles situations. Donc, il faut être très inventif. Et là, à ce stade de notre discussion, on a deux pistes qui se dégagent. Soit la solution défensive, c'est-à-dire qu'on agira par le droit, on agira par les autorités, qu'elles soient mondiales, européennes ou nationales. Ou alors la solution plus offensive qui était défendue par Sébastien Soriano, c'est la concurrence. C'est la concurrence qui fera que ça fonctionnera. Seulement, le jour où on sera capable de concurrencer Google avec Quant n'est pas arrivé. Oui, alors, en général, il faut les 2. C'est-à-dire que, il faut le défensif et l'offensif, en stratégie, il faut pouvoir avoir, toutes les armes. C'est en général comme ça qu'on a une chance de survivre. Moi, je voudrais, quand même revenir sur, je pense que Sébastien Soriano a dit très bien que la révolution de l'information, effectivement, c'est celle-là qui a généré tout ça. Et ce qui est quand même effectivement très frappant, c'est que quand on parle de révolution de l'information, on dit GAFAM, BATX. Donc, est-ce que les Européens l'ont perdu? Bon, moi, je pense qu'on n'a jamais perdu, mais enfin, on a perdu, en tout cas, certainement une première manche. Donc, c'est pas facile, mais on voit très bien que la conclusion, quand même naturelle, c'est que il y a effectivement besoin d'un niveau. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas trop rêver au niveau mondial maintenant. Les conditions ne sont pas réunies, mais il y a quand même besoin d'un niveau européen, d'inventer effectivement un nouveau type de régulation au niveau européen. C'est exactement ce que disait Anne Perrault. Je vais prendre un exemple concret aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donc l'application du RGPD en France va consister à interdire les cookies. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la principale conséquence, c'est que ça va en fait donner un avantage encore nouveau aux GAFAM, parce qu'en fait, eux ont des systèmes propriétaires, donc eux continueront d'emmagasiner des données qui font que leur domination croissante sur le marché de la publicité numérique, qui est évidemment le marché qui est le plus croissant et le plus dominant, va encore augmenter. Donc je me dis, peut-être que c'est pas un sujet, ou peut-être que c'est un sujet, mais quel est l'endroit et les moyens où on va examiner ça d'une manière intelligente, rationnelle, avec des données, des économistes, du droit, c'est-à-dire de la polyvalence des compétences. Et en fait, je l'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il n'existe pas aujourd'hui. Alors ça me pose un problème. Alors généralement, le régulateur a toujours un peu de retard. Vous allez réagir, Anne Perrault. Après, j'ai une question de Gérard que je poserai à Sébastien Soriano qui va exactement dans le sens de ce que vous dites à l'instant. Finalement, ces essais de régulation qui conduisent à être un avantage comparatif supplémentaire pour ces acteurs très puissants du numérique. Et la question de Gérard est exactement celle-ci. Allez-y, Anne Perrault. Oui, je voulais juste abonder dans le sens qui vient d'être exprimé par Stéphane Pallez. Je crois que
toutes les régulations ont potentiellement des effets pro- et anticoncurrentiels, et notamment sur les cookies. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais effectivement, cette régulation qui semblait protectrice pour les données des consommateurs, etc., n'a fait que renforcer le pouvoir des gatekeepers, c'est-à-dire des entreprises par lesquelles tout l'univers numérique est obligé de passer pour avoir accès à l'internaute, finalement. Et toutes ces discussions vont avoir lieu notamment dans le projet de consultation, enfin qui n'est plus un projet maintenant, dans la consultation de la Commission européenne sur le règlement e-privacy, qui est la façon dont les données des consommateurs doivent être traitées, et notamment cette histoire des cookies wall. En ce moment, il faut dire quand même que la Commission n'est pas naïve, hein. Il y a énormément de débats. On va en dire un mot, bien sûr. Voilà, ouais. Il y a beaucoup de débats organisés par la Commission européenne et sur lesquels les acteurs peuvent s'exprimer de manière assez large. Gérard demande, Sébastien Soriano, et c'est une question un peu contre-intuitive, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Pourquoi un contrôle très fort plutôt que de favoriser la naissance de concurrence? Alors, je vois exactement ce que vous disiez. Et il ajoute, l'ajout de régulation ne fait que renforcer des entreprises déjà en place. À force de les réguler, on leur rend service? Ou de tenter de les réguler? Oui, non, mais très bonne question. Je crois qu'il faut distinguer derrière ce mot de régulation 2 objectifs très différents. Premier objectif, c'est de briser le monopole, encore une fois. C'est ce que nous avons fait dans les télécoms depuis 20 ans. Je rappelle qu'il y avait un monopole public. Aujourd'hui, il y a une concurrence. Le deuxième objectif qu'on peut se fixer, c'est de cohabiter avec les monopoles. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Stéphane Palais sur le fait que ce qui serait intelligent, c'est de faire les deux. Puisque briser les monopoles, ça va prendre du temps. Donc, il faut une transition. Hein, on a mis longtemps dans les télécoms. Et donc, pendant cette transition, on serait cohabiter avec les monopoles. Et c'est dans cette cohabitation... Aujourd'hui, on fait ni l'un ni l'autre. Hein, donc, bon, je pense qu'on a des marges de progrès. Dans la manière de cohabiter avec les monopoles, effectivement, il y a des manières qui sont plus ou moins intelligentes. Si on commence à faire des réglementations générales qui s'appliquent à tout Internet, eh bien, le problème, c'est qu'on va ralentir tout le monde. Et en fait, on va surtout ralentir les petits. Le t-shirt à taille unique dans aucun domaine n'est souhaitable. Voilà. Et les grands, ils ont une capacité de s'adapter. Mais c'est pire que ça. C'est que les grands, en fait, ils vont se voir déléguer par les petits la complexité de la réglementation. Hein, ce qu'on a vu avec le RGPD, c'est que comme c'est compliqué pour une petite entreprise d'être RGPD compliante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par les places de marché des GAFA, qui, elles, sont évidemment RGPD compliantes parce qu'elles ont leur armée d'avocats. Voilà. Donc, il y a dans toute réglementation horizontale un risque de renforcement, effectivement, des gros. C'est la raison pour laquelle je préconise des réglementations, des actions régulatoires qui soient uniquement sur les gros. Il faut arrêter les régulations horizontales. Il faut uniquement se prendre les gros entre 4 yeux et régler les problèmes qu'on a avec eux. Hugues, Sébastien Soriano, Hugues me demande et me dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas les gros à porter comme nom de domaine .fr plutôt que .com? Comme ça, finalement, on leur remet la main dessus parce qu'ils sont .fr. Non, notamment sur le terrain fiscal, me dit Hugues. Vous y croyez à la possibilité, uniquement en changeant les noms de domaine, si tant est que ce soit possible d'imposer? Non, écoutez, effectivement, la Chine a ce qu'on appelle une grande muraille d'Internet qui fait que c'est l'État chinois qui décide ce qui est sur Internet et ce qui n'est pas. Alors Cuba, c'est pire parce que c'est eux qui carrément créent les contenus. La réponse commence bien. Voilà. Donc je crois que le choix que nous avons fait en Europe, c'est celui de ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire d'un Internet ouvert. Certains vous diront que ça va trop loin, mais exact. Je voudrais simplement, si vous permettez, ajouter quelque chose par rapport à cette question d'une action résolue contre les monopoles, parce que j'ai l'impression aujourd'hui d'être un petit peu l'hurluberlu. Je voudrais juste citer 2 prises de position récentes dans l'actualité. Premièrement, celle du BUC, le groupement des régulateurs européens, qui la semaine dernière, pour la première fois, a clarifié sa position vis-à-vis des grands acteurs du net, parce que des fois on dit les grands acteurs du net profitent aux consommateurs parce que c'est gratuit. Eh bien, je peux vous dire que leur réponse, elle est salée. Et ils disent, ça suffit, on veut avoir le choix, on veut sortir d'une fausse concurrence, et on veut non seulement avoir le travail des autorités de concurrence tel qu'il est fait depuis des années, qui met des grosses amendes, et c'est très bien, mais on veut aussi, à l'instar des télécoms, quelque chose qui crée proactivement des règles du jeu et de la concurrence. Deuxième prise de position, 2 députés, Monsieur Fasquelle, Madame Formusien, LR et La République En Marche, qui ont produit un rapport extrêmement détaillé, qui, pour la première fois de la part de l'Assemblée nationale, est extrêmement clair sur le fait que, je cite, « la prophétie schumpeterienne ne s'est pas réalisée. La concentration des marchés atteint des niveaux inquiétants. Il faut construire un droit de la régulation ex ante, pour reprendre l'expression d'Anne Perrault, des plateformes structurantes numériques.
en complément du droit de la concurrence. Réussir là où le droit de la concurrence a échoué. Je cite ce rapport. Je crois donc Il ne croit pas au fait que la concurrence et l'innovation vont s'installer naturellement. La prophétie il faut l'aider. schumpeterienne a Il faut échoué. l'aider. C'est à ça que sert la régulation que nous avons fait dans les télécoms, qui est une régulation. Le monopole de France Télécom et des PTT ne s'est pas brisé tout seul. Il a fallu une autorité qui accompagne ce mouvement. Et c'est ça qu'il faut créer maintenant vis-à-vis des big tech. J'ai plusieurs auditeurs qui me posent des questions sur l'Europe, Georges Terrier, Nathan notamment, ou Brian. Pensez-vous, là, il y a eu une volonté politique assumée, on ne sait pas où ça nous conduira, mais de commencer à repenser la doctrine de la concurrence en Europe. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, autant dans le domaine des abus de position dominante, l'Europe est présente. Elle a ouvert beaucoup d'enquêtes. D'ailleurs, par moment, je me demande si ces enquêtes mènent à quelque chose, parce qu'elles sont ouvertes et on continue à en parler 5, 6, 7, 8 ans après. Mais vous évoquiez son rôle qui est parfois critiqué, notamment dans le domaine des concentrations, des fusions-acquisitions. L'affaire Alstom-Siemens, tout récemment, a été un exemple qui nous a beaucoup fait réagir. L'Europe est-elle sur la bonne voie? A-t-elle fait des progrès? Est-elle en train de prendre une bonne direction en matière de réécriture de sa doctrine de la concurrence qui date des années 90? Non, mais l'Europe a fait une prise de conscience incontestablement face à des mouvements industriels et au rôle des États, à la Commission qui travaille quand même de façon très professionnelle, aux intervenants divers et notamment aux mémoires d'économistes dans les dossiers de concentration. Non, je crois qu'en termes d'abus de position dominante, il y a une doctrine qui est déjà très ancienne, il y a des services très compétents. Le problème, c'est qu'une enquête prend grosso modo entre 5 ans et 10 ans. C'est terrifiant. Voilà, c'est le problème. Et il y a des amendes significatives. Google, 3 enquêtes, 8 milliards et demi de montants cumulés. Mais je veux dire, l'impact financier est quasiment... Ça n'entraîne pas un changement de comportement, ça n'entraîne pas un traitement de format, ça n'entraîne pas un changement de mentalité ni de comportement au niveau du marché, au niveau des monopoles et au niveau de la puissance. Donc, de ce point de vue-là, il faut que, s'agissant de l'abus de position dominante, la Commission aille plus vite et réinvente un dispositif d'intervention dans le sens de mesures préventives et conservatoires, injonction de faire, etc. Il faut rappeler, Georges Terrier, une mesure conservatoire, c'est vous avez une pratique illégale, avant de savoir, vous l'arrêtez tout de suite. Vous l'arrêtez tout de suite. Vous l'arrêtez tout de suite, avec des injonctions. Bon, et ça c'est un point fondamental, parce que 5-10 ans, c'est pas possible. Ah oui. S'agissant du contrôle des concentrations, la question est un petit peu paradoxalement différente. Il faudrait plutôt que la doctrine et la politique de la Commission se libéralisent, intègrent des éléments comme la durée, la concurrence internationale et non plus la concurrence européenne, c'est-à-dire étendre la notion de marché pertinent à la notion internationale, notamment au niveau des grands restructurations, Alstom, etc. Et ne plus être focalisé sur le seul intérêt du consommateur. Et ne pas être focalisé sur le seul intérêt du consommateur, dans la mesure où on garde l'intérêt du consommateur, mais on prend l'intérêt du consommateur dans la durée, avec une vision de long terme, en permettant bien évidemment le développement et le financement de l'innovation, de la recherche-développement, ce qui suppose une certaine taille et une certaine concentration. Voilà. On est à 8 minutes de la fin de notre débat. Alors j'ai pas mal de gens qui nous écoutent et qui réagissent. Certains pensent que la solution sera fiscale et qu'il faut taxer les GAFA. Enfin, Olfa se demande si c'est la bonne solution. Bastien lui parle également de démantèlement. Certains espèrent que la concurrence pourrait exister. On va faire un dernier petit tour de nos intervenants. Olivier Perronnet, on a presque terminé. Est-ce que vous voyez dans tout ce que l'on s'est dit des raisons d'y croire, des raisons de penser que collectivement on fera les bons choix et qu'on n'obtiendra pas des résultats contre-productifs, pour reprendre la discussion que j'avais avec Sébastien Soriano sur le fait de trop de régulation finit par bénéficier aux plus gros qu'on cherche à réguler? Les régulations horizontales. On est assez tous d'accord, c'est défensif et c'est nécessaire. Moi, je redis le fait que je suis un optimiste par nature et je pense que ce qui s'est fait encore une fois au niveau du G20 et de l'OCDE avec le BEPS sur la lutte contre les paradis fiscaux, c'est la démonstration que au niveau mondial, des choses peuvent se faire au niveau des principes. Évidemment, la situation n'est pas du tout la même que les paradis fiscaux, mais il sera utile et intéressant à cet égard de voir ce que les autorités de régulation américaines disent sur les GAFA, pour voir si au plan des principes, il y a une base de construction possible sur cette régulation. Je pense que c'est un exemple qu'on doit méditer. La réponse fiscale, pour moi, elle est défensive et surtout, il n'y a pas que les Américains qui ont des groupes mondialisés.
Et donc, le sujet de la fiscalité, il doit se poser globalement. Et c'est d'ailleurs la première objection qui est soulevée quand cette question est abordée. Alors, il y a une réflexion justement au niveau de l'OCDE. Bon, la France a pris des initiatives en cette matière qui me paraissent tout à fait appropriées dans la mesure où elle pose le problème. Maintenant, la solution face à cette question me paraît assez complexe puisque il faudra accepter aussi que des groupes mondialisés natifs européens revoient éventuellement aussi leur base de taxation. Donc les enjeux dépassent ceux de la régulation des GAFA. Donc c'est une réponse relativement complexe. Simonetta m'explique à propos de la fameuse régulation ex-ante, Anne Perrault, très bien, oui, si on faisait une régulation ex-ante avec une liste de pratiques interdites, vous l'expliquiez, faire la liste exhaustive des pratiques interdites est très compliqué, mais elle a toujours la même réaction que d'autres personnes qui réagissent aujourd'hui. On risquerait de passer à côté de l'histoire parce qu'en face, vous avez des acteurs très agiles qui vont changer de stratégie très rapidement et vous aurez fait toute votre petite construction juridique face à des gens qui auront déjà systématiquement le coup d'avance. On est d'accord avec ça? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que... Parce que là, on est en train de se demander s'il y a des raisons d'espérer quand même pour terminer sur les 5 minutes qu'on a. Alors, vous aurez le mot de la fin dans un instant. Il y a des raisons d'y croire quand même, Stéphane Pallez, qu'on va trouver la bonne solution, qu'on va pas se tirer une balle dans le pied, pour le dire autrement. Moi, je pense que oui, il y a bien entendu qu'il y a des raisons d'espérer parce que je pense qu'il y a une vraie, d'ailleurs cette table ronde en est une preuve, il y a une vraie prise de conscience et qui va dans les opinions publiques, qui est quand même très forte sur ces sujets. Donc, il y a un soutien, j'allais dire, politique pour faire des choses. Après, il y a une grande complexité de comment faire, mais il n'est pas exclu d'avoir des régulateurs agiles et intelligents. Voilà. On a exactement 4 minutes pour terminer. E-funding, le mot de la fin, ce qui vous vient à l'esprit, mais vraiment très court parce que je dois rendre à l'heure, exactement à l'heure, à 12h40, heure de Paris. Très bien, très bien, très bien. J'aimerais ajouter deux mots à propos de ce que vous avez appelé la grande muraille électronique de la Chine. En fait, la grande muraille électronique de Chine est beaucoup plus sophistiquée que vous ne le qualifiez. La Chine n'exclut pas tous les services de ces grands groupes GAFA, etc. Amazon a son service électronique en Chine de vente, mais d'autres choses ne sont pas permises. Google, d'ailleurs, il y a des services de Google qui sont permis en Chine, mais tout le web de Google n'est pas permis en Chine parce qu'il y avait une négociation entre le gouvernement chinois et Google. Et la Chine avait demandé à Google de respecter un certain nombre de règles et de normes que Google n'avait pas voulu accepter. Eh bien, c'est pour cela que Google a été exclu du marché électronique de Chine. Donc, il faut dire que la grande muraille électronique de Chine fait partie de ce que vous appelez régulation du marché, régulation contre les monopoles. D'accord. Voilà, nous avons réussi à accepter un certain nombre de services fournis par ces groupes, par ces grands groupes américains, qui nous ont exclu d'autres services, des services qui pourraient induire pour le gouvernement chinois des dangers, des risques politiques. Voilà. Merci E-funding pour votre participation à cette session 18 des rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Il reste, je ne vais pas pouvoir donner la parole à tout le monde pour terminer. Alors, un mot Sébastien Soriado et Anne Perrault pour terminer. On a exactement 2 minutes. Oui, juste, je voudrais rebondir parce qu'on a l'impression que la régulation est devenue maintenant le problème et non pas la solution. Voilà, il y a eu des erreurs de réglementation horizontale, encore une fois, mais on ne se trompera jamais. On ne se trompera jamais si on veut briser les monopoles. On peut le faire. Il y a des outils pour le faire. Ça fait 20 ans qu'on le fait dans d'autres secteurs. C'est une question de volonté politique. Anne Perrault, pour terminer cette session 18. Oui, alors peut-être se positionner vis-à-vis de certaines propositions fortes qui ont été énoncées pendant cette table ronde. On n'a pas mâché nos mots. Voilà. Donc, il faut de la concurrence, bien entendu. Le problème, c'est que la concurrence, ça ne se décrète pas. On voit que c'est comme l'inflation. Pour contrebattre le monopole de Microsoft, il a fallu du temps, il a fallu des nouvelles technologies. Et donc, on voit bien que le seul espoir, c'est de ne pas brider l'innovation et de faire en sorte que l'innovation puisse accéder au marché et éventuellement balayer Google. Si ça se trouve, dans 10 ans, on ne parlera plus de Google. J'ai un doute, mais après tout, l'avenir nous est inconnu. Ce faisant, il ne faut pas être
contre-productif si en régulant, parce que on est très vite contre-productif, on bride très vite l'innovation. Or, si on veut emboîter le pas à ce que dit Sébastien, et avec lequel je suis totalement d'accord, à savoir c'est par la concurrence qu'on arrivera finalement à juguler le pouvoir des plateformes, il faut que cette concurrence existe. Alors, régulation asymétrique, c'est effectivement ce qui s'est passé dans le domaine des télécoms avec un certain succès. Il y avait à la porte du monopole des tas d'acteurs qui cherchaient à entrer sur le marché, et la régulation a finalement permis d'ouvrir cette porte, quelquefois en la forçant un peu et en empiétant sur ce qui était le domaine de monopole d'Orange. Le droit de la concurrence, il est évidemment trop lent pour pouvoir agir efficacement en toutes circonstances vis-à-vis des monopoles. Et donc, évidemment, il faut repenser une gouvernance et une architecture de la régulation en Europe. Merci à tous. Réguler le pouvoir des monopoles. Session 18 des rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, les rencontres continuent jusqu'à demain, dimanche 5 juillet 2020. Très bonne journée à tous.